5 novembre 2024, à Palm Beach. Dans la salle du Convention Center, où sont réunis les supporters républicains, la chaîne Fox News annonce en avant-première la victoire de Donald Trump. Devant ses partisans qui exultent, le président réélu fait son apparition. Il n'est pas seul. Sur scène, à ses côtés, sa famille, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et sa belle famille. C'est un moment qui est absolument nécessaire en politique américaine. Vous ne pouvez pas être un candidat, quelle que soit la fonction que vous briguez, sans vous présenter à la nation avec votre famille à vos côtés, pour 2 raisons. La première, c'est que la famille, c'est l'incarnation d'un mode de vie. Et l'autre raison, c'est que c'est aussi un symbole de pouvoir. Comme il y a eu beaucoup de rumeurs justement sur les relations qui au sein de cette famille pouvaient être très difficiles, c'est le moment quand vous gagnez où vous amenez tout le monde pour prouver que vous êtes capable d'avoir justement un contrôle. Je tiens également à remercier ma magnifique épouse Melania, la première dame. Donald Trump affiche sa complicité avec son épouse, Melania, dont il vante une fois de plus le talent, comme pour défier les rumeurs. Son livre fait les meilleures ventes du pays. Vous imaginez? Incroyable, non? Il a beaucoup défrayé la chronique, l'histoire d'un couple déchiré. Et donc, c'est une façon de dire à l'Amérique, on s'est réconcilié et je ne serai pas à la Maison-Blanche tout seul. À l'aube du 2e mandat Trump, c'est bien tout un clan qui retourne à la Maison-Blanche. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. Et chacun, dans cette espèce d'écosystème, doit trouver sa place et prouver d'abord sa loyauté. Papa, les gens t'attaquent parce que tu n'es pas conventionnel. Mais je t'aime parce que tu es vrai. C'est vrai qu'ils en font quand même un peu trop à certains moments. Tout est surjoué. Il se bat chaque jour pour l'Amérique, encore et encore. C'est la question que tout le monde se pose justement, c'est quel va être le rôle de la famille dans ce 2e mandat. Et puis il y a un intrus, il y a Elon Musk qui est présent. Dans le clan Trump, il y a la femme, les enfants et la belle famille. Et cette belle famille, elle va compter. À Mar-a-Lago, le soir de la victoire, Donald Trump a réuni tous ceux qui comptent. Mar-a-Lago, c'est quasiment une forteresse. Lorsqu'on y est, c'est parce qu'on a été invité par Donald Trump ou son environnement. Et rien n'est fait au hasard. Il souhaite probablement envoyer un message très précis. Il y a ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Sous les dorures de la villa familiale, le clan se prête à une séance photo. Il y a une sorte de fascination pour, je ne dirais pas pour tout ce qui est royal. Mon sentiment, c'est qu'il veut désormais s'inscrire dans l'histoire de l'Amérique, un peu comme les Kennedy. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder qui et où dans cette photo. Ne pas oublier que Donald Trump, il vient de l'univers d'abord de l'immobilier. Et donc, en anglais, on dit location, location, location. Ça veut dire où sont vos bâtiments, vos maisons, vos propriétés. Ça donne une idée du niveau de votre réussite. Et donc, c'est pareil sur la photo. Où est-ce que vous vous situez par rapport au patriarche Donald Trump? Ça donne une idée de votre proximité avec celui qui détient tout le pouvoir et qui irradie à travers sa famille. Autour de Trump, le patriarche, on trouve d'abord ses enfants, nés d'un premier mariage. Eric et Ivanka à gauche de leur père, et Donald Jr., l'aîné, à sa droite. Ils ont vraiment grandi sous son ombre, sous son aile. Et pour Donald Trump, ils font vraiment partie aussi de sa réussite. Parce que pour Trump, sa réussite familiale, la réussite de ses enfants, c'est sa réussite à lui aussi. Un succès qu'il affiche lorsqu'il célèbre ses 50 ans. Le milliardaire rassemble les siens et invite toute la presse new-yorkaise dans la Trump Tower.
Joyeux anniversaire. De quoi êtes-vous le plus fier? Peut-être ça. Les enfants. Donald Trump est élevé dans un milieu très privilégié aux États-Unis. Il veut, lui, très rapidement s'élever dans cette bonne société américaine à laquelle il souhaite pleinement adhérer, et il veut que ses enfants en fassent partie également. Il a probablement été marqué par le rapport avec son propre père et donc d'une certaine façon à la fois très exigeant vis-à-vis de ses enfants. Qu'est-ce que vous lui avez offert pour son anniversaire? J'essaie encore de trouver ce que je vais lui offrir jusqu'à demain. C'est très difficile de faire du shopping pour quelqu'un comme mon père. Alors concernant Trump père, on a notamment les témoignages d'Ivanka qui avait expliqué comment s'était passé justement son enfance et donc l'enfance de ses frères. C'était effectivement, Donald Trump leur a toujours expliqué qu'ils devaient être des winners. Ça, c'était très clair. Et qu'ils devaient être les meilleurs et qu'ils devaient gravir tous les échelons comme lui-même l'avait fait. Une ascension toute tracée au sein de l'empire Trump. Donald a pour habitude de travailler en famille. Les 3 enfants du premier mariage de Donald Trump occupent tous, encore jusqu'aujourd'hui, des fonctions très importantes au sein de la gigantesque Trump Organization. Les 2 fils sont vice-présidents exécutifs. Ivanka a occupé des fonctions. Ça irradie à travers, j'allais dire, le reste de la famille et peut-être demain jusqu'aux petits-enfants. Donald Trump, c'est le patriarche. Son fils Eric, par exemple, a repris la gestion de l'empire Trump d'un point de vue commercial et financier, mais c'est lui quand même qui est toujours là pour décider quand il y a des choses vraiment très importantes à prendre en termes d'avenir, par exemple, de l'empire Trump. Il est quand même toujours là. Dans le clan Trump, c'est Ivanka la favorite. Elle a grandi dans les meilleurs établissements de Manhattan. Elle a fait des études dans la même université que Trump. Très vite, il l'apprend avec lui aussi à la Trump Organization, comme tous les autres enfants. Elle lance une marque de vêtements, une marque de bijoux à chaque fois. Évidemment, son père, très fier, en fait la promotion absolument partout. Et c'est donc assez naturellement que lorsque Trump s'engage politiquement, eh ben, elle le suit. Et elle va l'aider. Trump en fait sa première conseillère et on la voit absolument partout. Personnellement, je vais passer beaucoup de temps à offrir toute l'énergie que je peux. Pour le coup, elle a le charisme de son père, elle aime la politique, elle aime la chose publique, elle aime prendre position, à tel point, comme elle l'éclairait beaucoup plus que Melania, on l'a appelée la première dame bis, voire la première dame en chef, alors qu'elle n'était que la fille. Le fait qu'elle s'installe à la Maison-Blanche, qu'elle participe aux réunions de son père, y compris donc avec des présidents étrangers, des visites tout à fait officielles, on s'était dit que non seulement c'était sa favorite, mais peut-être que lui-même la verrait bien un jour présidente des États-Unis. Ivanka est mariée à Jared Kushner, un riche homme d'affaires qui joue aussi un rôle de conseiller auprès du président Trump. La question de leur légitimité, elle se pose évidemment. Et il y a cette vidéo qui fait beaucoup parler. On est en 2019, c'est le G20 au Japon. Il y a Emmanuel Macron, Theresa May, qui est alors la première ministre britannique. Il y a Christine Lagarde du FMI. Et puis on voit tout à coup Ivanka qui essaye de se mêler manifestement à la conversation. Et c'est vrai que la caméra capte alors le regard de Christine Lagarde assez méprisant sur cette intervention d'Ivanka Trump. Il y a certains élus démocrates qui disent « Mais attendez, être la fille d'un président, ça ne suffit pas à en faire un statut. Il ferait mieux de se faire accompagner par un diplomate chevronné dans les G20 plutôt que Ivanka Trump qui, a priori, rien à dire en diplomatie. » Quand le premier mandat de son père s'achève, Ivanka finit par prendre ses distances avec la politique.
Il est évident qu'avoir comme patron son père, et quand le père c'est Donald Trump, c'est très compliqué. Et il a été très compliqué de travailler avec Donald Trump parce que précisément, quand on est à ce niveau de responsabilité, on n'est pas juste un homme d'affaires. Et elle a beaucoup dit, beaucoup écrit que ça lui manquait, qu'elle voulait être une mère auprès de ses enfants, une femme, une épouse auprès de son mari. Elle vit à sa façon, de façon plus tranquille, on va dire, un peu éloignée des éclairages des médias. D'autres enfants ont pris le relais. Eric Trump et surtout l'aîné de la fratrie, Donald Jr., omniprésent dans la deuxième campagne présidentielle de son père. C'est un honneur de me battre pour vous. Il est très actif sur les réseaux sociaux, tout le temps valorisant son père, à qui il a l'air de vouer une dévotion totale. Il sait bien qu'il doit tout à son père et que c'est là-dessus qu'il faut qu'il capitalise énormément. Mon père n'avait pas besoin de se présenter aux élections cette année. Il n'avait pas besoin de l'argent, de la célébrité, du pouvoir. Et franchement, il n'a pas non plus besoin des chasses aux sorcières, des enquêtes frauduleuses et des poursuites politiques. Mais il savait qu'il devait se présenter s'il voulait avoir une chance de sauver l'Amérique. C'est lui qu'on appelle parfois le cogneur parce que, d'ailleurs, il s'en vante. Il parle toujours d'une manière assez catégorique, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est lui qui avait dit « Mon père a bien baisé le parti démocrate ». Il a vraiment des formules assez violentes et il veut toujours se présenter comme étant l'homme qui défend son père. Quasiment son garde du corps, pas physique, mais presque d'ailleurs, mais son garde du corps idéologique et politique. C'est une folie, un embarras, une abomination pour la démocratie et notre République. Et pourtant, cela continue. C'est vraiment un pur produit MAGA, Make America Great Again. C'est vraiment celui qui, dans l'entourage, dans le clan Trump, dit à son père de ne jamais céder sur rien. On dit notamment qu'il a joué un rôle essentiel pour le choix du vice-président, J.D. Vance, qui est un de ses amis, et qu'il a vraiment poussé, c'était peut-être pas le premier choix de Donald Trump, mais qu'il a écouté Trump Jr. quand il lui a dit il faut conforter la base électorale. Officiellement, Donald Trump Jr. n'aura pas de poste à la Maison-Blanche. Il dit vouloir rejoindre un fonds d'investissement privé. Pourtant, lors d'un voyage informel, il s'est rendu au Groenland, un territoire au cœur des tensions diplomatiques entre les États-Unis et l'Europe. Nous sommes un peu pressés par le temps car le jour va tomber dans quelques heures. Nous venons visiter et nous sommes vraiment ravis d'être ici. Merci beaucoup les gars. Manifestement, quand Trump a commencé à parler de racheter le Groenland, c'est lui qui l'envoie pour commencer à soi-disant prendre des contacts. Donc il se sert aussi d'une certaine façon de son fils, mais c'est quand même un rôle, il n'aura pas un rôle de premier conseiller d'après moi, mais plutôt quand même un rôle dans la coulisse. Certains pensent qu'il pourra prendre la suite. Je suis beaucoup plus réservé sur cet avis-là, parce que je pense justement qu'il n'a pas le charisme d'un Trump. Mesdames et messieurs, Kay Madison Trump. En juillet 2024, ce n'est pas le fils, mais la petite fille de Donald Trump qui sort de l'ombre. Cette convention républicaine, c'est un moment incroyable parce que Trump s'est fait tirer dessus quelques jours plus tôt. Il arrive, il a son pansement sur l'oreille dans une salle archi-comble. Tout le monde se presse pour aller voir Trump, comme pour baiser l'anneau du miraculé. Puis à un moment, on voit apparaître une jeune fille qui a 17 ans, que personne n'avait vu véritablement prendre la parole comme ça publiquement. C'est son premier speech public. Et c'est sa petite fille, Kay Trump. Pour moi, c'est un grand-père normal. Il nous donne des bonbons et des sodas quand nos parents ont le dos tourné. Peu d'observateurs s'y attendaient. Ça a été un moment extrêmement efficace parce qu'elle s'est avérée être une oratrice très bien préparée, très touchante et qui va révéler au grand public des côtés du personnage Trump que très peu de monde connaissent. Dans le clan Trump, Kay joue le rôle d'influenceuse. On tente les cheveux lisses et Jessica va me faire un super maquillage. Elle est suivie par des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux où elle donne à voir les coulisses de la famille.
c'est une championne de golf, donc c'est un point commun avec son grand-père, bien sûr, parce que Donald Trump, aussitôt qu'il a 2 minutes, il va jouer au golf. Donc c'est à la fois le côté sportif et puis en même temps le côté complicité avec son grand-père. Donc elle est vraiment là pour lui donner un bon coup de jeune. Un autre héritier contribue à rajeunir l'image du candidat Trump, son plus jeune fils Barron. Barron, il joue un rôle important dans cette deuxième campagne parce que du haut de ses 18 ans, il va conseiller à son père d'aller chercher les jeunes hommes blancs dans les médias qu'ils écoutent. Donc c'est lui qui dit à Trump, à son père, il faut aller dans tel ou tel podcast, voir tel ou tel YouTuber. Et Donald Trump va écouter son fils. Il comprend qu'il y a peut-être quelque chose, en effet, des voix à aller chercher dans cet électorat très masculin, voire très masculiniste, qui écoute ces podcasts et qui ne s'informe pas dans les médias traditionnels. Barron a grandi sous l'aile de sa mère, Melania. Les Américains l'ont vu évoluer à travers les magazines où il pose avec ses parents. Lui est couvé par sa maman. Elle avait expliqué pendant la présidence Trump au début qu'elle restait à Manhattan parce que Barron devait rester à Manhattan pour son éducation, pour sa scolarité. Et donc, dans un premier temps, elle voulait le protéger. La Maison-Blanche, c'était pas pour lui. Quand son père a été élu, c'était vraiment un très jeune adolescent qui avait l'air très gauche. En plus, il est extrêmement grand. Et comme il y avait eu cette rumeur, comme quoi justement il avait un petit problème psychologique ou intellectuel, ce qui avait été décidé avec les médias américains, en gros, c'est qu'il n'essayait pas de le harceler. Donc maintenant, on va voir s'il est suffisamment armé pour être plus dans les médias et éventuellement s'exprimer. Parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'il fait. Barron aurait même refusé un poste au sein du Parti républicain. Cette discrétion, il la partage avec sa mère, Melania. Avant elle, Donald Trump s'est marié 2 fois. Sa première union avec Ivana Trump, une mannequin tchécoslovaque, a duré 15 ans. Il la trompe avec l'actrice Marla Maple, qu'il finit par épouser. Ce deuxième mariage se solde aussi par un divorce. Ce qui le caractérise, je pense, le plus, c'est qu'il a une vision assez élastique de la fidélité. L'exemple le plus spectaculaire, c'est quand il avait eu une relation avec l'ancienne star du porno, qu'il a d'ailleurs conduit aussi devant le tribunal. Et d'après les calculs de certains, en fait, ça s'était passé au moment où Melania était enceinte, où elle venait d'avoir son bébé. Donald Trump et Melania se rencontrent en 1998. Elle est alors mannequin et a quitté la Slovénie pour faire carrière à New York. Ensemble, ils forment un couple glamour. En 2015, elle retient l'attention des électeurs lors du lancement de campagne de son mari. À cette époque, elle prononce ses tout premiers discours. C'est merveilleux d'être ici aujourd'hui avec vous et avec mon mari. Je suis très fière de lui. Ça n'a pas fonctionné avec Melania pour un tas de raisons, parce qu'elle a un accent fort, parce qu'elle n'est pas forcément intéressée par la chose politique. Et puis surtout, effectivement, elle avait plagié une partie du discours de Michelle Obama qu'elle avait prononcé Michelle Obama dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire quand son mari avait été désigné pour être candidat ou une fois qu'il était arrivé à la Maison-Blanche. Depuis mon plus jeune âge, mes parents m'ont inculqué des valeurs. Tu travailles dur pour ce que tu veux dans la vie. Ta parole t'engage et tu fais ce que tu as promis et assumes ta promesse. Tu traites les gens avec respect. Barack et moi avons été élevés en partageant nombre de valeurs identiques. Tu travailles dur pour ce que tu veux dans la vie. Ta parole t'engage et tu fais ce que tu as promis de faire. Donc ça avait été alors un scandale intersidéral aux États-Unis parce que c'était vraiment une entrée en scène complètement ratée. Melania est présente lors des rendez-vous incontournables, certaines rencontres diplomatiques et des figures imposées comme ce premier Noël dans une Maison Blanche entièrement redécorée. Chez Trump, on fait
beaucoup de bling-bling et ça a besoin d'être très doré, très brillant tout le temps, d'en mettre plein la vue. Mais elle aime ça, elle vit dans ce monde. Il ne faut pas croire que c'est une victime. Si c'était une victime, elle serait partie depuis très longtemps. Melania Trump, en fait, elle est arrivée aussi avec l'image de potiche a priori parce qu'elle avait été mannequin. Et que donc on se disait c'est un des trophées de Donald Trump. Mais en réalité, dans les moments de crise, on s'est rendu compte qu'elle était capable d'exprimer ses idées, notamment quand il y a eu cette affaire terrible des enfants des migrants illégaux qui étaient séparés de leurs parents. Et où Donald Trump voulait maintenir cette ligne. Je suis là pour vous soutenir et apporter mon aide dans la mesure du possible au nom des enfants et des familles. Elle avait gagné en popularité parce qu'elle s'était plus exprimée comme une mère, mais aussi comme une femme qui osait dire des choses face à Donald Trump. À chaque fois que Melania esquive la main de son mari, comme lors de cette visite officielle, la presse américaine en déduit que le couple bat de l'aile. Faux, répond la première dame. Oui, tout va bien pour nous, oui. Ce sont les médias qui spéculent, ce sont des ragots et ce n'est pas toujours correct. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur le couple Trump. Il y a eu toutes ces images où elle semblait vouloir s'écarter de la main de Donald Trump. Trump fait un dernier salut à ses partisans. On a l'impression qu'elle est pressée d'en finir. Donc à ce moment-là, c'est vrai que certains se disent mais si ça se trouve, ça y est, dans les mois qui viennent, elle va demander le divorce. Et pas du tout. Aujourd'hui, on la voit, elle est de retour avec Trump. Alors est-ce qu'elle en est heureuse? Certains estiment que la relation entre ces deux-là est très transactionnelle, que Melania se ferait même rémunérer pour être présente lors d'événements très importants, avec même davantage peut-être de rémunération lorsqu'il y a une prise de parole publique. Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'on peut effectivement compter sur les doigts d'une seule main sa présence officielle lors de la campagne qui vient de se terminer. Si Melania est la grande absente sur la photo de famille de Mar-a-Lago, un intrus s'est glissé dans le cadre. Elon, il faut que tu prennes une photo avec ton fils. Il faut qu'Elon soit là avec son fils. Ce magnifique petit garçon. C'est un peu la pièce rapportée, mais c'est un symbole très très fort. C'est une sorte de personnage qui s'incruste, mais avec le consentement de Donald Trump, qui en fait une sorte de tonton. Musk, c'est le surnom qui lui est donné d'ailleurs par certains des membres de la famille de Trump. Il est absolument partout. On a l'impression qu'il a posé ses valises à Mar-a-Lago dans le club de Trump et qu'il est là à toutes les soirées, à tous les dîners. Et Trump le met, mais ostensiblement, toujours à ses côtés. Il dit à quel point l'Amérique a besoin de génies comme Elon Musk. C'est vrai que c'est très surprenant, mais ça montre bien la montée en puissance d'Elon Musk auprès de Donald Trump et de l'influence qu'il est en train de gagner. Il est la seule raison pour laquelle nous pouvons désormais envoyer des astronautes américains dans l'espace. Viens ici, prends ma place, Elon. Prends ma place. C'est vraiment, pour l'instant, on regarde. Alors ça fait parler, hein. Les gens disent ça va exploser, c'est une bulle. C'est peut-être une bulle qui durera 4 ans, on n'en sait rien. Et je crois que tant que les deux y trouvent un intérêt, ça continuera. Et pour l'instant, l'intérêt semble fort des deux côtés. Elon Musk n'est pas la seule pièce rapportée qui risque d'avoir de l'influence sur le second mandat. Lara Trump, la belle-fille du président, est devenue l'une des figures incontournables du clan. Le profil de Lara Trump, il est intéressant parce qu'en fait, c'est une productrice de télé qui était plutôt spécialisée dans les émissions de pâtisserie. Donc, il n'avait rien à voir avec la politique. Et elle raconte notamment à la Convention républicaine qu'un jour, son beau-père, donc Donald Trump, l'appelle et lui dit « Lara, tu vas prendre le parti républicain. » Donc je suis Lara Trump. Cet homme, j'ai l'honneur de dire que c'est mon beau-père, Donald Trump. Elle s'est révélée être une bonne oratrice, donc elle a beaucoup introduit son beau-père, elle a beaucoup parlé dans les meetings, à la Convention républicaine. C'est vraiment l'image de la femme
la femme d'affaires qui réussit, d'une femme qui a d'ailleurs pris goût à la politique. On parlait d'elle pour un poste de sénateur, mais elle a un autre poste qu'elle pourrait viser, c'est celui de gouverneur de Floride. Sachant que la Floride est devenue désormais une terre qui vénère Donald Trump, elle pourrait, avec le nom de Trump, arriver à devenir gouverneur. Donald Trump a choisi de nommer d'autres membres de sa belle famille à des postes clés. Quand vous rentrez dans le clan Trump par le mariage, vous avez assez rapidement la possibilité d'occuper des fonctions de premier plan. Dans le premier mandat, on a tous le souvenir notamment de Jared Kushner qui avait dans son portefeuille le dossier proche et moyen-oriental. Donald Trump avait d'ailleurs dit que s'il y avait une personne au monde capable de trouver la paix au Moyen-Orient, c'était Jared, son beau-fils. Alors que Jared a pris ses distances, Donald Trump a décidé d'accorder à Charles Kushner, le père de son gendre, la fonction d'ambassadeur. Cet homme d'affaires, qui a construit un empire dans l'immobilier, a également passé 1 an en prison en 2004 pour des malversations fiscales. Il avait été gracié par le président Trump. Charles Kushner va être l'ambassadeur des États-Unis, ici même en France. Avec quelle compétence, avec quelle légitimité diplomatique ou géopolitique pour occuper ce poste? Absolument aucune. Il ne parle pas français. En revanche, il a un passé judiciaire et un nombre de condamnations qui fait que ce sont un personnage dont on peut pour le moins dire qu'il est quand même très sulfureux. Dans cette famille élargie, Massad Boulos, qui n'est autre que le beau-père de Tiffany, la seconde fille de Donald Trump, est également désigné comme le nouveau conseiller principal du président sur le Moyen-Orient. Je tiens à remercier ma famille en général, car elle travaille si dur. Et parce que ce sont des gens bien, ils ont été si maltraités. C'est compliqué de savoir si Trump aura véritablement un héritier politique. Est-ce que cet héritier sera de sa famille? On pense que sûrement dans son esprit à lui, ce serait le bouquet final de toute sa réussite en tant qu'homme d'affaires et comme politique. Pour l'instant, la famille Trump, à mon sens, n'est pas une dynastie, parce qu'il n'y a pas ce côté transmission du pouvoir à travers les générations. Comme on a pu le voir chez les Kennedy, chez les Bush, chez les Clinton. Je crois qu'il y a un monde Trump qui accompagne Donald Trump, mais c'est un peu la troupe Trump. Le jour où Trump quittera la scène, la troupe partira avec lui. Une chose est certaine, c'est qu'il essaiera nécessairement de faire en sorte qu'un certain nombre de ses enfants, petits-enfants, poursuivent la tâche qui est la sienne. Il veut s'inscrire dans l'histoire de l'Amérique. Ça peut l'être, mais seul le temps le dira.